On se retrouve pour une table ronde sous les meilleurs auspices avec un thème encore très facile, les collectivités face à la désinformation. Avec nous pour en parler, voici Victor Denouvion, conseiller départemental de la Haute-Garonne et président de Haute-Garonne Numérique. On peut l'applaudir. Laurent Esquenégox, qui est député de la Haute-Garonne. Jacques Auberti, on va donner beaucoup de titres, Jacques. Président du SICOVAL, ingénieur agronome, spécialiste système d'information de profession, maire d'Aiguevive et secrétaire de l'Association des maires de Haute-Garonne. Président de l'association, président. Monsieur le Président, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le dernier, mais non le moindre, voici Marc Stulman, qui est avocat, conseiller régional d'Occitanie, délégué au numérique et président de Cyberrock. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors évidemment, on va parler de fake news, on va parler de désinformation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a différents échelons. On a effectivement l'échelon départemental, on a l'échelon régional, on a l'échelon national, on a l'échelon de... Comment on peut appeler ça, d'une communauté de communes, comment ça, le SICOVAL, comment on peut... Ouais, exactement. Alors, dans cette chasse aux fake news, à la désinformation, pourquoi l'échelon local est-il pertinent? On va commencer avec vous, Jacques Auberti. C'est un de vos dadas quand même, ça fait plusieurs années que vous vous intéressez à cette problématique. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Ravi vraiment d'être ici et ravi que le SICOVAL et ce centre de congrès, Diagora Agora, accueille cette rencontre de l'esprit critique. C'est un engagement sur notre territoire. Et je vois que cela intéresse beaucoup de citoyens. Alors ce mot citoyen est fondamental. Nous avons trop tendance souvent à considérer que nous consommons en fait les ressources d'un territoire sans pour autant se préoccuper de ce que représente notre engagement sur le territoire. Pour un politique, un élu, vous avez parlé de collectivité, mais je pense que la question est plutôt centrée sur la question du politique. En tout cas, pour un politique qui souhaite, avec sincérité, avec honnêteté, s'engager pour le territoire, la question du processus de décision est une question essentielle. Mais souvent, le citoyen, souvent l'habitant, l'administré, voire même le salarié qui vient travailler sur le territoire, n'a pas forcément conscience, et c'est normal, ça n'est pas sa préoccupation première, de tout le processus de décision, de préparation de la décision, et ensuite le processus démocratique local qui préside en fait à l'avenir du territoire. Et donc il réagit souvent, et à juste titre, lorsque les actions en fait apparaissent à lui. Et le politique, aussi honnête soit-il, dans un territoire est parfois assez mal préparé et peut être confronté effectivement à ce qu'on appelle de la désinformation ou de la mésinformation, parce qu'on peut supposer que souvent ce n'est pas une intention de mal faire, bien qu'en politique, vous savez combien les choses sont complexes. Et donc apparaissent rapidement des formes de détresse, ressenties aussi par le citoyen, qui peuvent amener à une forme de déstabilisation. Je crois que la crise sanitaire, et tout le monde l'a vécu avec son angle, a été sans doute un révélateur hors pair. Et que depuis, nous passons notre temps à rechercher de nouveau la confiance. Cette question-là est fondamentale. Et donc, la relation du politique à la désinformation doit devenir une façon de faire, et notamment dans le processus démocratique local. L'Europe, d'ailleurs, s'en est occupée dès 2021, de façon très intense, partant du principe que 2 citoyens sur 3 étaient confrontés chaque semaine à de la désinformation et que les citoyens, 1 Européen sur 2, aspiraient à ce qu'on les accompagne. Donc à ce qu'on l'accompagne dans la compréhension effectivement des informations qu'il reçoit, se méfiant de celles-ci, ce qui est déjà une bonne chose puisque c'est le début de l'esprit critique, mais pour autant, pour beaucoup, se laissant largement influencer. Donc c'est le vrai sujet de fond pour nous, politiques, sur un territoire comme celui du SICOVAL, où l'action est permanente, et donc le changement au rendez-vous, et donc forcément la nécessité à un moment d'associer en fait l'ensemble des citoyens à ces processus.
Alors, Victor Denouvion, on passe à l'échelle du département. J'imagine qu'il y a un écho à ce que vient de dire Jacques Auberty. Comment on fait pour que les citoyens sachent ce que vous faites vraiment, s'approprient finalement la connaissance des compétences qui sont dévolues à chaque collectivité? Parce que parfois c'est le grand trou, on dit département, je ne sais pas ce que vous faites, de toute façon c'est Magouille et compagnie. C'est triste, mais c'est exactement ça. Le sujet, c'est la désinformation. Parfois, nous, c'est la non-information tout court. Je pourrais faire un sondage dans cette salle. Hein. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez un attrait pour les questions des collectivités, je suppose. Mais qui peut citer 5 compétences obligatoires du département, de la région, de l'interco, ou même de l'État, ou de ce que fait concrètement un député au quotidien? Et ça génère derrière beaucoup de questionnements. Et un raccourci très, très rapide, les élus, c'est tous des pourris. Alors, en plus, on prend l'exemple sur des faits nationaux qui sont vrais, avec des condamnations qui sont réelles, et tous les élus prennent pour eux. Et c'est un vrai sujet. Enfin, moi, je l'ai connu personnellement hein, dans l'exercice de mon mandat. Cette question de la fake news. À plusieurs reprises, il y a eu un épisode de la crise sanitaire, tu en parlais tout à l'heure, où chaque collectivité, alors qu'elle n'en était pas compétente, a pris des initiatives. Je pense notamment à la distribution des masques par le conseil départemental. Mais rien que de mettre une photo du département qui distribue des masques aux habitants, on s'est pris des messages sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, de complotisme, voilà, enfin, tout ce qu'on a pu lire hein, sur ça, en nous accusant d'avoir des liens avec Bill Gates. Enfin, je vous fais le résumé classique, mais c'était ça. Et c'est vrai que quand on n'a pas forcément connaissance du rôle du conseil départemental, c'est plus facile de s'en créer des fantasmes. Autre exemple, pendant la campagne présidentielle, je défendais une candidate, Anne Hidalgo. Bon, il y en avait quelques-uns qui la défendaient, ne me jugez pas. Et donc j'avais un débat, et c'était au tout début de la campagne, au moment des parrainages. Et il y avait un représentant d'un candidat qui n'arrivait pas à avoir les parrainages, et qui expliquait de manière très simple que nous, élus locaux, moi, conseiller départemental, je menaçais les maires en leur disant si vous donnez pas le parrainage à tel candidat PS ou LR pour la question métropole, on vous enlèvera les subventions. Voilà. Donc c'est très facile à entendre, on l'a beaucoup entendu, mais c'est complètement faux. Voilà, il y a un règlement, on a en effet des politiques départementales. Et le problème courant, c'est que c'est très facile à émettre et ensuite à réfuter, ça met 20 minutes à expliquer. Exactement. D'ailleurs, on n'écoute souvent pas la réponse. Exactement. Donc voilà, donc c'est un vrai sujet, on va en parler tout à l'heure, comment on peut œuvrer, mais aller expliquer ce que fait le conseil départemental, ce que fait la région, ce que fait votre interco et votre commune, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu, et on ne peut pas répondre à la question de la désinformation si vraiment on n'explique pas ce qu'on fait. Le département, c'est 1,7 milliard d'euros de dépenses. Ça va de la petite enfance jusqu'aux aînés. On agit à peu près dans tous les domaines. Et c'est aussi important de pouvoir communiquer là-dessus. Voilà. Mais j'en parlerai tout à l'heure. On aura le loisir de développer. Marc Stuhlmann, de votre côté, comment ça se passe à l'échelle de la région? Alors, bonjour. À l'échelle de la région, je crois qu'il faut distinguer dans ce qui a été dit. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit, d'autant plus que je soutenais la même candidate que Victor hein, au présidentiel. On est deux. C'est peut-être les deux derniers, nous sommes. Voilà. Non, je crois qu'il faut distinguer ce qui est du 50% des soutiens sont dans cette salle. C'est ça. Non, plus sérieusement, il faut distinguer ce qui est du domaine de la politique publique de ce qui est du domaine du moment électoral. Et le problème aujourd'hui, c'est que concrètement, le moment électoral, on est dans des moments électoraux continus. Ça veut dire que ceux qui considèrent que leurs candidats ont perdu des élections, et bon, c'est notre cas pour la présidentielle, hein, continuent à faire le match retour, le match d'après, le match d'encore après, et il y a une personnalisation de la perspective électorale qui crée, en matière de désinformation, une sorte de haine continue. Et quand je dis ça, c'est parce que cette haine continue, elle va imprimer la politique publique. Sur la question électorale, le fond du débat, c'est que la désinformation qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas la désinformation des années 80.
Dans les années 80, la désinformation, celui qui en tient le magnum opus, l'élément principal de la désinformation, c'est le pilier de Bistro. Aujourd'hui, la désinformation en période électorale, elle est construite, organisée, structurée par des groupes qui souvent sont à l'étranger, qui souvent vont d'élection en élection, mettent leurs compétences au service de certains candidats. Et je vais prendre un seul exemple, le mouvement 5 étoiles en Italie. Le mouvement 5 étoiles en Italie, c'était un mouvement embryonnaire qui, par l'utilisation massive des réseaux sociaux à l'époque des blogs, premier réseau social, a réussi par des boucles de rétroaction à récupérer les sujets principaux qui intéressaient les Italiens, puis ils sont montés en gamme en Hongrie avec l'élection de Trump, avec le Brexit, et ils se sont attaqués après à l'élection en France. Je veux dire, ce sont des mercenaires de l'information qui ont vocation à alimenter la colère, à alimenter les haines sur les réseaux sociaux, ce qui fait que quand notre fameux pilier de Bistro, eh bien, il voit sur les réseaux sociaux une information qu'il estime être vraie et qu'il va partager, qu'il va marteler, comme quoi les élus, on est des pourris, comme quoi, je ne sais pas, par exemple, que Anne Hidalgo aurait un enfant avec François Hollande. C'était une des fake news qu'on a eues. Eh bien ça, personne n'a la conscience... Il s'appelle Eric, d'ailleurs. Voilà. Personne n'a la conscience de se dire que l'accès à l'information et le fait que cette information soit diffusée, massifiée et imposée dans le champ politique, eh bien, elle est structurée par ce qu'on peut appeler des ingénieurs du chaos. Et juste pour terminer, ce mécanisme électoral-là a des conséquences sur nos politiques publiques. Quand la région Occitanie, par exemple, envoie des vivres et des couches-culottes à Kiev, en Ukraine, lors de l'invasion, lors de l'attaque, eh bien, on est attaqué. On est attaqué numériquement, on a des cyberattaques de façon très classique, mais on est aussi attaqué sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, sur Google Trend, la principale recherche sur ma présidente de région, Carole Delga, et c'est pas une blague, vous pouvez aller voir sur Google Trend, c'est documenté, c'est Carole Delga amant. Concrètement, l'attaque qui avait été organisée, ce n'était pas de dire la région Occitanie envoie des vivres qui ne seront pas utilisés, ou je ne sais pas, un point de vue politique sur cette question. C'était une attaque personnelle, une attaque structurée contre la présidente de région pour dénaturer, pour porter atteinte à cette politique publique-là. Et dans la suite de ce que vous venez de dire, à votre gauche, Laurent Esquenet-Gox est vice-président de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères, justement, en écho de ce que vient de dire Marc. J'imagine que vous confirmez. Oui, je peux que souscrire à ce qui a été dit précédemment. En plus, c'est pratique puisque ça fait la liaison avec mon propos. Et donc, moi, en fait, j'essaye de parler de tout ça sur le prisme du législateur et de ma récente expérience, puisque je suis, même si j'ai un certain âge, un tout jeune député. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il ne s'agit pas simplement, comme tu as dit tout à l'heure, on va dire les piliers de bistrot, maintenant, ils sont effectivement sur les réseaux sociaux. Hein, c'est le bar du commerce, comme on dit. Mais le problème, il n'est pas tellement là. Il est effectivement sur des organisations beaucoup plus larges, voire même des États, et des États qui vont attaquer nos démocraties pour essayer des fois de changer le cours des élections. Donc, du côté du Parlement, déjà dès 2018, suite notamment à l'élection de Trump aux États-Unis, où on sait que la Russie est largement intervenue, et même dans le Brexit, une loi déjà avait été votée pour lutter contre ces ingérences et on va dire ces fausses informations, notamment sur les élections, donner plus de pouvoir à l'époque au CSA qui est devenu l'ARCOM. Et en tout cas, quand il était avéré qu'une fausse information était utilisée à des fins électorales, par qui que ce soit, pouvoir la retirer assez rapidement et donner des pouvoirs de justice. Voilà, donc au-delà de cette loi de 2018 où je n'étais pas partie prenante puisque je n'étais pas encore député, je suis effectivement vice-président de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Et on découvre en fait qu'au-delà même, ce que j'essaie d'expliquer, de la fake news répandue par une seule personne sur Internet et qui prendrait de l'ampleur, tu as défini que des fois c'est beaucoup plus souterrain. Il y a une volonté effectivement de s'attaquer à notre démocratie et par des moyens qui sont des moyens gigantesques qu'on n'imagine même pas. Et on a auditionné récemment un journaliste de BFM TV qui diffusait le soir entre minuit et 3 heures du matin des reportages qu'un lobbyiste lui fournissait. Et ce qu'on pourrait penser, on se dit entre minuit et 3 heures du matin, ça ne va pas toucher grand monde, mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça, puisque ces formats de 2 minutes étaient ensuite récupérés sur les réseaux sociaux et utilisés pour essayer de changer l'opinion des gens, notamment sur les
sur la Russie et les sanctions. Voilà. Donc, il y a des officines, donc une officine israélienne qui s'appelle Team Georget, qui se fait fort de changer les élections, ou en tout cas de changer l'esprit des gens sur des sujets, à travers aussi des faux profils utilisés de façon massive, pour que sur la twittosphère, ou en tout cas sur les réseaux sociaux, une idée passe. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Ça, c'est la protection que peut apporter l'État sur ce type d'ingérence et de manipulation, on va dire, d'Infox. Au-delà de ça, je suis aussi partie prenante sur plusieurs textes qui sont passés récemment, notamment liés à la majorité numérique, qui sont la possibilité de protéger les jeunes esprits en formation sur les réseaux sociaux. Et également, en fait, aussi, on parle de fake news, mais ça peut toucher aussi différemment. On a maintenant un nouveau métier, c'est le métier, quand on pose la question aux élèves, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Avant, ils voulaient faire footballeur ou je ne sais plus quel était l'autre métier, pompier. Maintenant, ils veulent faire influenceur. Donc, et c'est la majorité, on arrive à des taux de 80%. Donc, influenceur aujourd'hui, c'est quoi? C'est une personne qui va vendre un produit ou une information sur Internet à la destination des très jeunes en général, plutôt par Instagram, TikTok et compagnie. Et on est l'État, en tout cas, mais c'est valable aussi pour les collectivités, bien sûr, on est un petit peu à la remorque de ces nouvelles technologies où en fait ça avance tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de voir que ça arrivait. Donc sur les influenceurs, il y a une PPL qui est passée récemment, à laquelle j'ai participé, où j'ai proposé, et plusieurs amendements ont été retenus, qui veut bien préciser aux gens qui sont devant leur smartphone ou leur ordinateur, qui sont face à des gens qui leur vendent quelque chose. C'est une activité rémunérée. Il ne s'agit pas de dire, j'ai un conseil, ce produit maquillage, il est très bien, ou ce complément alimentaire, il est très bien. Parce qu'il faut savoir que quand même, des influenceurs, comme on les appelle, ou alors ils veulent s'appeler créateurs de contenu, ont quand même vendu, entre guillemets, des faux médicaments qui étaient dangereux. Donc on en arrive après à un danger, et un danger qui va toucher non seulement, on est sur une forme de fake news, mais qui est lié à un produit, qui est plus lié à une idée. Voilà, donc il faut aussi pouvoir protéger notre jeunesse par rapport à ça. On revient à l'échelon un peu plus local. Alors comment on fait, Jacques Auberti, comment on intéresse finalement les citoyens à la chose publique? Comment est-ce qu'on les emmène à réfléchir? Comment on cultive l'esprit critique? On va y venir aussi avec le rôle du conseil départemental, mais à votre échelle. Alors, les premières actions doivent concerner à la fois ceux qui sont en première ligne, mais aussi tout un chacun, l'habitant d'un territoire, faire en sorte de développer alors l'esprit critique, certes, mais surtout le libre arbitre, l'estime de soi, de façon à pouvoir mettre à distance une information dont on pourrait considérer qu'elle est évidente a priori. Donc le politique au niveau local doit lui-même déjà se protéger, mais pas trop. Parce que lorsqu'un maire est confronté, par exemple, à une forme d'agression sur les réseaux sociaux ou éventuellement lors d'un rendez-vous, d'une réunion publique, il peut réagir en se forgeant une carapace. Or, la question du doute sur son engagement est une question essentielle. La question de la complexité du processus de décision, cette complexité est fondamentale pour que la décision représente en fait une forme de fiabilité et qu'ensuite le politique puisse l'expliquer mieux. Mais est-ce que les gens sont prêts à entendre, de dire, regardez, sur cette décision en particulier, voici le processus démocratique qui a été mené, voici les étapes qu'on a fait. Il y a un aspect très didactique dans le règne de l'immédiateté. Est-ce qu'on a encore le temps de décortiquer, d'expliquer aux gens? Parce qu'ils vont vous dire, je ne suis pas d'accord avec telle décision. Et là encore, la réfutation sera plus longue, d'expliquer que le processus a été mené de telle façon. C'est une question de démocratie. La démocratie considère que la majorité doit l'emporter quelque part. Il faut que cette majorité soit la plus large possible et l'action du politique doit aller dans ce sens. Donc se donner les moyens sur le processus de décision, de pouvoir bien expliquer, associer évidemment le citoyen au processus de décision, ce qui demande sans doute, déjà que les procédures administratives sont souvent extrêmement complexes et longues, une énergie au-delà du commun, le fait de se poser la question de l'autre
et de l'appréciation qu'il a de ce processus de décision et de la décision ultime. Donc cela signifie que dans tout processus de décision impactant fondamentalement un territoire, une population, la question des moyens est fondamentale, ce qui nécessite la formation des élus. Autant être clair, parce que la responsabilité n'est pas que du côté du citoyen, il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, un des éléments d'ailleurs de désinformation est de considérer que l'élu décide seul. Au niveau des conseils municipaux à l'Association des maires de Haute-Garonne, j'ai énormément de retours de conseillers municipaux qui, pour certains, démissionnent parce que le maire décide seul. En tout cas, c'est la perception qu'ils en ont. Donc la formation des élus est fondamentale. La question de la formation du citoyen, dès le plus jeune âge, et c'est là où au niveau local le levier est surtout sur l'école, vous le savez, au niveau du département, les collèges, dans un continuum éducatif, la question de la formation des enfants est aussi fondamentale, mais encore faut-il sensibiliser, former les enseignants pour qu'eux-mêmes soient armés dans l'explication de ce qu'est le libre arbitre, l'estime de soi et donc l'esprit critique. Alors on sait justement que le public cible le plus important pour ça, c'est les collégiens, c'est votre responsabilité au sein du conseil départemental. Comment on va vers ce public? Qu'est-ce qu'on leur apporte pour les aider à devenir des citoyens conscients? Des citoyens avec un esprit critique. Non, c'est vrai que c'est un public que nous cible, les collégiens, puisqu'on a la gestion des 100 collèges sur la Haute-Garonne. Je pars du principe dans mon raisonnement là que la propagation des fake news, de tout ce phénomène de désinformation, passe avant tout par les outils du numérique. Et autant à peu près tous les collégiens vont savoir utiliser leur téléphone, vont savoir allumer TikTok ou Instagram et vont savoir pourquoi ils veulent devenir influenceurs, autant ils n'auront pas forcément le recul pour détecter une fake news, pour détecter pour avoir du recul tout simplement sur l'information qu'ils ont. Alors nous, en Haute-Garonne, on a mis en place ce qu'on appelle un parcours laïque et citoyen. Donc il y a 220 000 collégiens qui en ont bénéficié jusqu'à présent. D'ailleurs, depuis l'an dernier, on l'a élargi aux primaires, donc classe de CM1 et classe de CM2. L'idée, c'est de faire un partenariat avec des associations, donc de financer des associations qui interviennent dans les établissements pour sensibiliser à ces questions-là, sensibiliser aux questions de cybercitoyenneté, comment comprendre tout simplement les réseaux sociaux, sensibiliser leur utilisation, encourager le questionnement systématique des informations qui circulent sur Internet en prenant du recul et en identifiant sa propre opinion, en décryptant les manipulations d'images des réseaux sociaux. Et on voit que ça prend aussi une ampleur ces dernières semaines sur ces questions-là avec l'intelligence artificielle, ou comprendre les mécanismes à l'œuvre dans la diffusion des contenus haineux, théorie du complot et lutter contre les fake news. Et je pense que vraiment c'est important qu'on aille vers ces publics-là, parce que si on loupe cette étape-là, derrière c'est compliqué de rattraper. Alors ça ne veut pas dire qu'on arrête nous notre action sur les collégiens, puisqu'on a la compétence de l'inclusion, donc l'inclusion numérique notamment, c'est pour tous, du petit âge à nos aînés, et c'est vraiment important de pouvoir aller sur l'ensemble des publics. On ne peut pas le faire seul. Je vous le dis, il y a aussi des acteurs du territoire qui nous accompagnent. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait Franck Charruet, juste avant nous, qui parlait, qui est en train de faire un livret sur ces questions-là. Et je pense que c'est important aussi qu'on puisse accompagner tous ceux qui travaillent sur la question de la désinformation, pour qu'on soit le plus efficace possible dans notre lutte contre ce phénomène. J'en suis persuadé, avec les réseaux sociaux, avec ce qui arrive, l'intelligence artificielle, j'espère qu'on pourra en dire 2 mots tout à l'heure, c'est l'enjeu de la décennie et il ne faut vraiment pas se louper. Marc Stuhlmann, là encore ça tombe très bien, vous êtes délégué au numérique à la région, vous êtes président de Cyberrock. Évidemment, le biais le plus important, la transmission la plus importante de la désinformation, c'est par le truchement du numérique. Et vous le disiez, vous soulignez tout à l'heure que la région est soumise à de nombreuses attaques. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous faites par rapport à cette thématique? Alors, il faut savoir que la région, on agit en complémentarité des autres collectivités, puisque nous, on a par exemple la compétence en matière de lycée.
Et on offre à chaque lycéen qui rentre en seconde un ordinateur. Pendant longtemps, l'ordinateur, donc on l'appelle l'ordi, c'est 74 000 environ ordinateurs par an qui sont donnés par la région Occitanie. Alors, les oppositions étaient contre le fait qu'on donne ces ordinateurs, puisqu'ils pensaient qu'on allait finalement alimenter le vice chez les lycéens, qui allaient profiter d'avoir un ordi pour aller sur des sites un peu olé olé, comme s'ils avaient besoin d'un ordinateur régional pour faire ça. Non, mais il y a un petit côté, c'est encore mieux si c'est avec l'ordinateur de la région. Alors, je laisse chacun... Détournement de fonds publics, le sentiment de transgresser quelque chose, quoi. Je laisse chacun avec ses fantasmes, hein, mais plus sérieusement, partant de cette plateforme-là que donc on offre aux lycéens, on a mis en place un certain nombre d'outils à disposition dans l'ENT. Et ces outils-là, ils sont très importants pour les lycéens. Parce que le lycée, c'est le premier moment de la vie où on n'est plus en obligation d'être à l'école, d'être dans l'enseignement. Et partant de là, on a face à nous, c'est la première fois qu'on a des publics, des usagers, qui sont là par choix. Et s'ils sont là par choix, ça veut dire que concrètement, il n'y a plus la pression de papa et maman, il n'y a plus la pression de l'institution. Et donc, leur pensée critique, c'est ce moment-là où elle va se structurer. Et donc, on a mis en place, où on a une centaine de logiciels, de formations et ainsi de suite, à disposition des lycéens sur ces produits, pour permettre qu'ils aiguisent leur pensée critique. Parce que c'est au lycée où finalement les gens basculent, entre guillemets, de façon définitive, dans des modes de pensée, des modes de fonctionnement qui peuvent être complotistes, qui peuvent être racistes, antisémites et ainsi de suite. Parce qu'au collège, alors pour les plus âgés d'entre nous, je pense qu'on a tous eu un Skyblog. Le Skyblog du collège, on en a honte, mais on sait qu'on est devenu une autre personne. J'avais un Minitel, hein. On est plus âgé que vous, Marc. Alors, je ne ferai aucun commentaire sur ce que vous avez dû faire sur le Minitel, mais plus sérieusement... ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lycée, finalement, la personne qu'on est en sortie de terminale, nos modes de pensée, ils nous accompagnent toute notre vie. Donc, c'est important de structurer. C'est pour ça que la région, on offre l'ordi et on offre, au-delà du matériel, des usages. Non, mais c'est contradictoire. Si on a honte rétrospectivement de son Skyblog, c'est qu'on a changé entre le moment où on avait son blog et 20 ans plus tard. Oui, mais le Skyblog, on l'a au collège, pas au lycée. Ce que je voulais dire, c'est voilà, on a tous des photos honteuses. C'est la responsabilité de Victor. Donc, non, blague à part... merci beaucoup. Laurent, vous êtes aussi membre de la commission éducation et culture. Donc, cet accent qui est mis sur l'éducation, il vous semble au cœur de la problématique? Oui, clairement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui ressort des études, c'est que nos jeunes ont un premier réseau social, voire même deux, entre 8 et 12 ans. Donc, voilà, alors que c'est censé être accessible à partir de 13 ans seulement. Voilà, donc on a tenté de définir une nouvelle majorité numérique, parce que sinon la seule règle c'est 18 ans. Et comme dans la réalité, ils nous ont devancés, ils ont pris entre 8 et 10 ans d'avance. Donc voilà, il faut pouvoir légiférer et protéger. Donc il va y avoir un texte qui va être proposé bientôt par mon ami et néanmoins ministre du numérique Jean-Noël Barrot, pour transposer les règles européennes dont vous avez parlé tout à l'heure, les directives DSA et DMA, au niveau de l'État français. Et voilà, ces règles européennes sont d'ailleurs parmi les plus protectrices au monde. Et elles sont d'ailleurs prises en exemple dans les autres pays. Voilà, donc là, je serai partie prenante sur cette nouvelle loi. Au-delà de ça, et de l'enfance aussi, ce que je voulais avancer, c'est que si on veut lutter contre les infox, pour parler français, ou les fake news, et la désinformation, il est nécessaire aussi de promouvoir ou de garantir la liberté de la presse. Et donc, en dehors de la commission sur les ingérences étrangères, je suis membre de la mission d'information sur l'avenir de l'audiovisuel public, c'est un peu long à dire. Et ce qui est intéressant au sein de cette mission, c'est qu'on a pu auditer la plupart des acteurs privés et publics, bien dit, parce que ça impacte forcément l'extérieur de l'audiovisuel public. Et on se rend compte, en fait, les Français ont quand même assez confiance dans les informations qui sont délivrées par le service public. Donc c'est très important. Il y a de très bonnes émissions sur France Info qui débunkerisent tout ce qui est Infox. Et au-delà de ça, je veux revenir sur l'idée que la liberté de la presse, c'est notamment ce que j'ai
On a bien discuté avec RSF, Reporters sans frontières, et ils ont mis en place un badge, en fait, un indice qui s'appelle GTI, et qui permet de donner du crédit à un média. Donc, notamment, il y a France Télévisions qui l'a obtenu, et qui aussi essaie de promouvoir l'idée que sur les réseaux sociaux, et notamment les moteurs de recherche, eh on puisse mettre en avant des choses certifiées plutôt que des choses fausses. Alors ça, c'est compliqué, puisqu'on a affaire des fois à des GAFAM qui sont un peu réticents sur le sujet. Il y a aussi de la notion de la liberté d'expression, mais voilà, donc sur ce point-là, c'est ce qu'on ne voit pas vraiment, mais s'il n'y a pas de liberté de la presse, eh bien, on sera face à plus de fake news. Voilà ce que je peux dire. On va terminer ce tour de table avant de prendre des questions du public et peut-être d'aborder aussi la notion d'IA enfin avec Vincent. Alors de votre côté, Jacques, il faut que tout le monde travaille, puisque je l'ai dit, il y a les 4 échelons, tout le monde doit travailler main dans la main. Comment ça se passe ? Oui, forcément. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut arriver à délimiter donc une ligne de partage entre ce qui relève d'une désinformation contre laquelle on peut lutter par des outils démocratiques. Après, la responsabilité effectivement de l'auteur, et notamment dans les process d'intelligence artificielle, doit forcément être considérée, mais je laisserai plutôt Marc nous en parler, puisque en tant qu'avocat, sans doute a-t-il des éléments à nous apporter de ce point de vue-là. Donc cette ligne de partage, elle doit aussi déterminer ce qui relève de la désinformation ou de l'agression à titre personnel. Marc parlait de Carole Delga. Moi-même, il m'est arrivé d'être confronté à de la désinformation touchant l'individu, où là, il faut absolument que la justice puisse faire son œuvre lorsque cela devient grave, sans quoi, bien évidemment, la personne est déstabilisée, et c'est tout le processus démocratique local qu'il est par là même. Donc, à un moment, il y aura bien un travail impliquant l'ensemble des strates et le niveau national à même de légiférer sur ces questions-là. C'est fondamental que nous puissions avancer en permanence, tant la société évolue rapidement sur ces questions-là. Il y a quelques années, nous traitions avec Mounir Majoubi de la question des agressions sur Internet. Aujourd'hui, nous sommes déjà passés à autre chose. Je crois que 2020 a été une année extrêmement marquante dans l'agression des personnes ciblées individuellement à des fins de déstabilisation. Victor, que j'ai appelé Vincent tout à l'heure, il me semble. Hein, c'est le drame de ma vie. Hein. C'est vrai ? Ça arrive souvent ? Ouais, ça arrive souvent. Vincent, donc, les nouveaux outils de la désinformation, on va parler aussi avec Marc, mais voilà, justement, ce que vient de dire Jacques Auberti, il s'est passé des choses, là, en 3 ans, en plus, on a vraiment un point d'inflexion avec le Covid, mais alors là, on a ChatGPT, les IA dans tous les sens. Comment on fait ça ? On a toujours l'impression qu'on a, un peu à l'instar de la table ronde qu'on a tout à l'heure, entre le droit qui est en retard par rapport à la science, est-ce qu'on a toujours un temps de retard pour le législateur, ou en tout cas le politique, par rapport à la réalité de la progression technologique ? Alors c'est sûr que le train est parti et on l'a pas vu partir. Hein. Enfin, on s'y attendait à ces questions-là, mais je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussi vite. Alors, moi, il m'arrive, à mes heures perdues, d'allumer TikTok. Et donc, il y a quelques semaines, je l'ouvre et je tombe. C'était au moment où il y avait les espèces de ballons qui se baladaient au-dessus des États-Unis. Et c'était les ballons chinois, enfin, on n'a d'ailleurs pas trop su ce que c'était. Et donc je tombe sur une vidéo où Joe Biden explique qu'ils ont trouvé que vraisemblablement, très bien fait, vraisemblablement, ces ballons seraient d'origine extraterrestre. Mais un truc incroyable, la vidéo, vraiment, Joe Biden, avec sa voix, sa bouche, qui parlait. Et pendant 5 secondes à peu près, je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce que c'est une vraie vidéo ? Vraiment, j'ai dû me poser la question, j'ai quand même vérifié mes applications pour savoir s'il y a une alerte info parce que ça aurait pu exister. Bref. Quand vous avez eu la soucoupe volante dans le jardin, que j'ai dit, ça y est. C'est ça. Donc je me dis, c'est aujourd'hui très facile et de manière très qualitative d'envoyer une fake news. Alors on a les vidéos, on a les images, on a vu, tout le monde a vu le pape en doudoune, Trump se faire arrêter, Macron ramasser les poubelles. Là, ce matin, j'ai vu qu'ils avaient créé de la musique avec des voix de chanteurs et les gens y ont cru, d'ailleurs.
ça a été retiré des Non, plateformes. mais c'est totalement crédible, parce que on a l'impression d'entendre les sonorités du rappeur, du chanteur. Hein. Voilà, donc c'est assez impressionnant. À titre personnel, je trouve ça incroyable et je trouve qu'on peut en faire quelque chose. Ça peut être des outils extraordinaires, notamment pour la prise de décision publique, hein, l'intelligence artificielle. Ça nous permet aussi de gagner du temps et de pouvoir aussi être une aide à cette décision publique. Mais il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer. Je fais un appel d'ailleurs à monsieur le député. Je sais que c'est des questions qui sont aujourd'hui étudiées. Il faut l'encadrer assez rapidement parce qu'on peut avoir des dérives assez graves et assez importantes. Et je suis persuadé que nos collectivités ont un rôle à jouer sur ces questions-là. Sous quelle forme pas forcément que à destination des collégiens pour la sensibilisation. De manière plus générale, je pense que l'intelligence artificielle, c'est des outils de demain. Il faut savoir les utiliser. Et on les utilisera au niveau des collectivités. Mais la question, tant qu'on n'a pas réglé la question de l'encadrement législatif, ça pose énormément de questions. Et aujourd'hui, ça fait plus peur qu'autre chose. Alors Marc, avec cette double casquette à la fois d'avocat et délégué au numérique... Alors, il y a eu des éminents avocats qui ont parlé avant moi, donc je vais garder juste ma casquette de délégué au numérique. La question de l'IA... Fondamentalement, c'est une question, effectivement, comme Victor le disait très justement, on ne l'a pas vu venir. Et le pire dans tout ça, c'est que même les prochaines modifications, on ne les voit toujours pas venir. La semaine dernière, j'ai échangé avec la présidente de Microsoft France qui m'expliquait que d'ici un mois, ChatGPT est intégré à Office 365. Traduction, il n'y aura même plus besoin d'abonnement, de faire des copier-coller ou quoi que ce soit, tout sera fluide. Et si on ne la voit pas venir... C'est parce que pendant longtemps, on a été dans une logique de d'hyper-distanciation vis-à-vis de la technologie, ou du moins de considérer que la technologie, c'était un truc de geek, c'était un truc qui allait être peu impactant de nos collectivités et de nos rôles d'élus. L'élection de Trump, je vous prends juste un exemple. Sur les réseaux sociaux, Trump, c'est 16 millions de messages personnalisés. Hillary Clinton, pendant le même laps de temps, c'est 35 000. À l'époque, 16 millions, c'était colossal. Tout le monde se disait, c'est incroyable, ils ont réussi à faire 16 millions de messages personnalisés. D'après vous, pour ChatGPT, il faut combien de temps pour générer 16 millions de messages personnalisés? Il ne faut même pas une demi-journée. Donc l'IA va faire monter en gamme le danger de la désinformation. Et face à ça, nos collectivités ou les personnes publiques, on a trois options. On a la théorie de l'autruche. De dire ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça revient à l'Italie qui dit moi j'interdis ChatGPT. Bon, moralement, ils sont inattaquables. Structurellement, s'ils continuent là-dessus, ils vont perdre 3 à 4 points de productivité. Et la réalité, c'est que c'est une interdiction qui est impossible puisque vous utilisez un VPN. Vous pouvez très bien y avoir accès. Deuxième possibilité, c'est la réglementation. Alors effectivement, il y aurait de réglementation nationale, de réglementation européenne. Et sur la réglementation, on voit lourdement fleurir une métaphore, c'est celle des 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov, où on dit finalement, ChatGPT, on va l'encadrer par les 3 lois de la robotique. Bon, manifestement, ceux qui disent ça n'ont pas lu Isaac Asimov, puisqu'il y a 4 lois de la robotique, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu du cycle Fondation d'arriver à la dernière loi de la robotique. Mais Isaac Asimov, l'inventeur du mot robotique quand même, quand il parle de ces lois de la robotique, il n'a pas du tout en tête une IA omnisciente. Il n'a pas du tout en tête une IA qui peut tout faire. Radiologue, agent de la fonction publique, avocat, médecin, notaire, peu importe. Donc de toute façon, ça ne sera pas suffisant. La troisième possibilité, et c'est là-dessus où collectivités, nous, en tout cas la région, on commence à y réfléchir, c'est de se dire il nous faut des IA publiques, il nous faut des algorithmes qui sont utilisés par les personnes publiques. Pour les questions de gestion de l'eau, pour les questions d'environnement, il y a beaucoup à faire avec des IA. Et si on arrive à avoir une gestion plus fine de nos nappes phréatiques grâce à l'IA, si on arrive à avoir une gestion plus fine des questions d'environnement grâce à l'IA, eh bien à ce moment-là, on quittera ce domaine de la peur de l'IA pour aller finalement vers ce que l'IA doit être. C'est tout simplement quelque chose, un super outil au service des collectivités territoriales, dont les collectivités territoriales auront le contrôle pour un meilleur service public pour les usagers. Merci, merci à tous les 4, on vous applaudit pour vos échanges. Et on va prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Ah il y a 2 questions, j'arrive. Donnez-moi le temps, parce qu'en plus, avec ma pratique, on va dire, plutôt hasardeuse du sport, j'ai fait d'abord là et ensuite je redescends. Bon, voilà. Excusez-moi, je ne savais pas. Je ne sais pas qui est-ce qui gère cet amphi, mais c'est haut. Hein. Je vais me plaindre à la société. Bonjour. J'ai une question à poser très concrète. Là, on a parlé des collectivités face à la désinformation. Et lorsque les collectivités causent la désinformation ou financent la désinformation, c'est un gros problème que je rencontre, et je vais parler d'un cas concret. La région Île-de-France, c'est pas la vôtre, heureusement, a financé un documentaire Arte, diffusé par Arte, de désinformation sur les vaccins. Aux rencontres de l'esprit critique, il y a plusieurs intervenants qui ont participé à un gros debunk qui est sorti récemment. Et bon, l'ARCOM a été saisi, mais je ne sais pas quelles vont être les conséquences. En tout cas, c'est un travail qui a été fait, qui a pris 6 mois, avec une vingtaine de bénévoles, dont des chercheurs, etc., qui ont pris sur temps libre, qui ne vont rien toucher. Et en face, on a la région qui a financé, avec de gros montants, un documentaire qui en plus bénéficie de toute la diffusion dans les médias, type Arte, etc. On a parlé de France Télévisions qui va recevoir un label. J'ai de nombreux exemples de France Télévisions faisant la promotion de pseudosciences. On peut même parler des pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Michel Simès, qui nous raconte qu'on va vivre plus longtemps quand on fait du jardinage, parce que la méditation permet de vivre plus longtemps. Donc il y a des choses comme ça qui sont diffusées également et financées indirectement par les collectivités. Je voulais savoir s'il existe, si vous avez des idées ou s'il existe des moyens de lutter contre ça. Et également, deuxième aspect, il y a de nombreux sénateurs qui ont signé une pétition de soutien à Alain Houpert. Nous avons des députés comme Martine Vonner, d'anciens députés comme Martine Vonner, Saune Forget. Nous avons de nombreux députés qui étaient, à mon sens, dans des dérives complotistes. Et qui, en plus, faisaient énormément de désinformation. Et comment est-ce qu'on peut lutter contre ces aspects-là des choses aussi ? À qui s'y colle ? Notre jeune député, peut-être ? Non, mais spécifiquement sur le fait qu'une région ait aidé le documentaire, peut-être la première question par rapport Alors, à... il sera difficile de contrôler a priori, donc avant la diffusion de ce genre d'éléments, des fausses informations. L'important peut-être c'est à la fois l'État qui soit en mesure de surveiller tout ça, mais peut-être même plus loin, c'est-à-dire ce que vous représentez sans doute, des lanceurs d'alerte, c'est qu'ils soient capables de dire... attention, il y a des choses qui ne vont pas, et de les signaler effectivement aux autorités, notamment à l'ARCOM. Moi, on a eu une audition dans le cadre de la commission des ingérences avec la ministre taïwanaise du numérique, qui est une personnalité très intéressante. Et elle, ce qu'elle met en avant, en fait, c'est que pour pouvoir avoir de la résilience et de la réactivité, il faut amener vers le citoyen la possibilité de saisir les autorités et la possibilité de travailler en groupe pour pouvoir justement lutter contre des fausses informations qui pourraient apparaître sur des médias publics ou privés d'ailleurs. C'est en ça que... Et d'ailleurs autour de l'open source, donc avec des moyens décentralisés sur des ordinateurs qui ne sont pas des ordinateurs de l'État. Alors je n'ai pas la connaissance exacte du fonctionnement du système à la base, mais c'est comme ça que Taïwan en tout cas lutte contre les ingérences chinoises, bien évidemment. Marc ? Oui, alors... Et Jacques ? Jacques, tu veux... Alors, juste sur la question du financement, bien sûr, je ne me prononcerai pas sur le financement d'une région qui en plus n'est pas la mienne, donc je laisse chaque région à ses problèmes. Hein. Mais plus sérieusement, il y a 2 choses dans ce que vous dites. Il y a la question du financement, elle n'est jamais, notamment chez les complotistes, elle n'est jamais frontale. Ils n'arrivent pas avec un projet disant on veut faire un documentaire complotiste. Ils arrivent avec un projet qui souvent n'a rien à voir, et si l'agent qui traite le dossier, si la commission qui donne la subvention n'est pas particulièrement vigilante, n'a pas été formée à ça, eh bien on se retrouve avec un financement qui est totalement dévoyé.
Et c'est pour ça que je vous dis, je ne jetterai pas la pierre à la région Île-de-France, parce que ce type d'erreur, et je pense que c'est une erreur de la part de la région Île-de-France, ça peut arriver dans n'importe quelle collectivité. Parce que c'est comme les sectes et le développement personnel. C'est fini les sectes qui arrivent un peu version Skippy en blanc en disant donnez-nous votre argent, on vous donnera le salut. Maintenant, il se passe par des choses de développement personnel et ainsi de suite. Et souvent, ils tapent à la porte des collectivités territoriales. Souvent, ils présentent des choses, quand on fait des formations pour nos agents, ils demandent à participer à ces formations-là. On a le recul nécessaire parce qu'il y a eu un gros travail qui a été mené par la Miviludes et ainsi de suite. Donc on sait les détecter. Et là-dessus, sur les demandes de financement, on a peut-être un travail à faire. Toutes les collectivités le font, mais il y a une vigilance particulière sur ces questions-là. Mais en tout état de cause, ça m'étonnerait qu'ils soient arrivés en disant « on fait un documentaire complotiste, financez-le nous ». Sur la question des députés, de certains députés qui ont des dérives complotistes, de droite comme de gauche, enfin, on a un principe dans notre démocratie, et notamment l'élection des députés, c'est la représentativité. Les élus que nous sommes, on est à l'image de la société française. On n'est pas supérieur, on est représentatif. Et donc, dans n'importe quel groupe humain, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, on sait qu'il y a 3% de psychopathes. Il y a 577 députés, ça fait une vingtaine de psychopathes. Fin du débat. Voilà. Alors, on va prendre l'autre question, parce qu'il y a pas mal de questions. Madame ? Oui, merci à tous les quatre pour vos différentes interventions. Moi, j'ai une question par rapport au tout début de la présentation. Donc, quand vous avez parlé de la désinformation au niveau des collectivités, du rôle des collectivités ou du travail quotidien qui peut être fait, soit des collectivités, soit des élus en tant que personnes, vous nous avez dit un petit peu avant, c'était les personnes dans les bistrots qui discutaient, voilà, qui faisaient la désinformation, donc c'était pas grand-chose. Et ensuite, vous avez fait un saut au niveau des réseaux sociaux, qui du coup auraient une très grande influence et qui seraient alimentés aussi par un travail à l'étranger. Et en fait, moi, ce qui m'a énormément manqué, c'est d'évoquer la presse et au niveau de la presse au niveau local. Pour prendre un exemple un peu plus concret, au niveau des conseils municipaux, qui sont très généralement, on peut y aller, mais pas grand monde n'y va. Donc on peut lire des résumés dans la presse. Plusieurs journaux se font les porte-paroles du pouvoir en place, c'est-à-dire que valorisent énormément, par exemple, la parole du maire ou du groupe majoritaire, et à l'inverse, dévalorise ou alors fait un choix très, très diffamant, je pense qu'on peut le dire, des élus d'opposition. Et du coup, j'ai été très étonnée que vous n'évoquiez pas cette question. En tout cas, au niveau local ou même au niveau départemental, je pense que ça peut également vous concerner. Alors, Jacques Auberti souhaitait réagir en tant que président des maires de Haute-Garonne. Oui, alors forcément, moi je serais plutôt effectivement avec la vision d'un élu majoritaire, j'en suis désolé, mais quand on est maire ou quand on est président, c'est forcément à un moment qu'on a obtenu une majorité. Mais je n'ai pas tout à fait la même perception que vous. Je peux concevoir qu'un groupe minoritaire ou d'opposition dans une collectivité puisse se sentir à un moment donc peut-être affecté par le fait que l'on n'ait pas droit à la parole ou que l'on ne puisse pas faire valoir pleinement ses arguments. Pour autant, je peux vous dire que dans la presse locale, souvent les journalistes ont tendance plutôt, au contraire, à être assez incisifs avec les majorités locales. Pour certains, c'est-à-dire la volonté de faire le buzz, hein, autant être clair, certains, malgré tout, et je pourrais citer quelques journaux sur le territoire, font réellement leur travail d'approfondissement des dossiers et peuvent être amenés d'ailleurs à mettre en évidence des carences. C'est d'ailleurs un élément de réponse par rapport à l'intervenant précédent. Le rôle de la presse, des lanceurs d'alerte, la question de la place publique donc, est fondamentale. Le droit, en fait, pour les élus, est le droit de réponse. Et il faut, à un moment, pouvoir faire valoir son droit de réponse. Alors, c'est un élément, bien évidemment, qui échappe
à la sphère publique dans une collectivité, mais pour autant, c'est un élément que vous pouvez utiliser. Et en général, d'ailleurs, les journalistes aiment bien publier les droits de réponse, surtout s'ils sentent que le débat est réellement présent. Donc voilà un premier élément d'appréciation par rapport à ce que vous dites. Juste, si je peux rajouter, moi je comprends totalement le sens de la question. Il se trouve que je suis moi-même élu de l'opposition dans ma commune. Dans une commune à l'ambiance très particulière, on va dire, puisque l'année de l'élection municipale, le maire a distribué 50 € à toute la population. Et du coup, on s'est retrouvé dans une situation où moi j'étais l'opposant qui expliquait que c'était de l'argent public et que l'argent public n'était pas fait pour être distribué. Mais ça n'a pas empêché que tous les médias s'en sont saisis. Donc on a fait justement de TF1, de France 2, d'M6, de BFM. Et les journalistes étaient très, très focalisés sur c'est super généreux, un maire distribue de l'argent à sa population. Les gens étaient interrogés, étaient très contents. Et moi j'expliquais, j'étais le méchant canard, je disais mais attendez, les élections municipales c'est dans 3 mois, le maire est en train de faire de la corruption à échelle généralisée, voilà. Mais c'était pas ça qui était retenu, voilà, c'était pas ça qui était retenu, c'était le maire qui est généreux. Bon, il se trouve qu'il a ruiné la commune entre temps, et que je suis toujours dans l'opposition. Mais c'est vrai que ce rôle-là il est pas évident, et les médias bien sûr locaux ont su un rôle à jouer. Mais l'équilibre n'est pas évident. Je dois en convenir, l'équilibre n'est pas évident à trouver. Monsieur, vous avez une question? Oui, bonjour, ça concernait l'IA public. Vous parliez d'IA public. Alors j'aurais une première question, c'est si ces solutions devaient être mises en place, est-ce que vous passeriez par Microsoft ou est-ce que vous passeriez par une solution internalisée? Si je prends l'exemple de la gendarmerie, ils ont développé un Ubuntu, donc sur une base Linux, propre à leur gendarmerie, ce qui leur permet d'être mieux protégés des attaques, alors que l'armée a ouvert bras ouverts à la CIA, excusez-moi, ça fait un peu complotiste, en passant directement par Microsoft, puisque vous savez que l'information c'est le pouvoir, et si vous faites confiance à un monopole, dans une économie de marché, ça peut être quand même assez problématique. Et deuxième question, vous parlez de la pertinence de l'IA publique pour prendre des décisions rapidement, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est donner trop de confiance à un simple outil, dans la mesure où le principe même philosophique d'une démocratie, c'est d'avoir un temps de débat, d'opposition, et de permettre de faire des choix. Puisque si finalement l'IA doit décider à notre place, à quoi bon avoir des élus et une démocratie? Voilà, je me questionne beaucoup là-dessus. Je trouve que ça fait assez très managérial et néolibéral. Alors, merci pour votre question. Concernant l'IA publique, concernant le rôle de Microsoft, alors là, vous citiez l'armée, mais il y a bien plus grave. On a quand même la DGSI qui a fait un contrat avec Palantir. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez inquiétant. Nous, à la région Occitanie, là, on est en train de sortir d'Office 365. Parce que, concrètement, pour une raison très simple. Ils ont gagné un marché public en 2016 en ayant des prix anormalement bas. Et là, ils nous proposaient 40% d'augmentation du coût de licence utilisateur. Traduction, on était dans un système de dépendance. On était dans un système, en économie, ça s'appelle l'économie du dealer. Hein, la première dose n'est pas chère, voire gratuite, et après, on mettait la dépendance. Et la seule hypothèse où Microsoft nous disait on va arrêter, on ne fait pas d'augmentation, c'était si on utilisait davantage leur système. Traduction, qu'on allait payer encore plus cher dans les prochaines années. Donc nos IA publics, de toute façon, là on parle de Microsoft, mais des GAFAM en général, on n'a pas vocation à utiliser les systèmes des GAFAM pour les raisons que vous avez citées, pour des raisons de contrôle de l'information et pour des raisons de transparence de l'algorithme. Nous, ce que l'on souhaite, à terme, et ça prendra du temps, et il y aura peut-être une UX moins belle que ce que les GAFAM proposent, ça sera peut-être moins fluide que ce que les GAFAM proposent. Ce que l'on souhaite, c'est d'avoir un contrôle sur nos données, sur les algorithmes, sur les résultats. C'est ce que la région Occitanie a fait, par exemple. On a un système d'IA qui travaille sur faire matcher les offres de stage avec les CV. On a un contrôle absolu de tout ça en interne. C'est moins fluide que ChatGPT, on ne va pas se mentir, mais c'est à nous. Et c'est toujours important. C'est la métaphore des 3 petits cochons. On a mis du temps, on a fait une maison en pierre, et peu importe les maisons en paille ou en bois qui passeront avec le vent. Sur votre deuxième question, alors j'ai oublié votre deuxième question, pardon. Je ne l'ai pas noté. Ah oui, alors, de façon très simple, je crois que le législateur, et je ne vise absolument pas le député à ma gauche, puisque c'était avant, a fait une grande erreur
en 2016, quand il a supprimé de la loi informatique et liberté l'article 10 qui disait qu'aucune décision ne pouvait être prise automatiquement suite à un traitement automatisé de données, qu'il fallait toujours l'opérateur humain. On a des exemples historiques, l'opération Able Archer dans les années 80. Grosso modo, l'OTAN fait une simulation d'attaque de l'URSS. Les systèmes automatiques de l'URSS disent « ils sont en train de nous envoyer des armes nucléaires, envoyons des armes nucléaires ». Et il y a un pauvre sergent au fin fond de l'Oural qui dit « c'est pas un envoi d'armes nucléaires, c'est le lever de soleil sur le Mississippi ». Et il arrive à sécuriser et à empêcher la Troisième Guerre mondiale. Donc de toute façon, il faudra toujours un contrôle humain. Et nous, à la région, et je pense que je peux parler au nom de toutes les collectivités, même au nom de l'État, on est clairement pour qu'en dernier recours, parce que c'est notre légitimité démocratique, et qu'on n'a pas on n'a pas de légitimité d'expertise, notre légitimité démocratique fait que c'est à l'élu de porter la décision, parce que de toute façon, c'est l'élu qui est responsable de la décision qui est prise. Voilà, on a beaucoup de questions. On va essayer d'aller. On va prendre les deux dernières. Je vous écoute. Pardon, Victor, Vincent. Oui. Alors, merci de vos interventions. En tant qu'élu, du coup, dans vos différentes collectivités, aujourd'hui, quel est le pourcentage de votre budget annuel qui est vraiment dédié à la lutte contre la désinformation? Et comment a évolué la part de ce budget depuis les 5-10 dernières années avec l'accélération, justement, des nouvelles technologies? Alors juste, parce que je triche, et savoir que je suis le directeur des finances qui est juste en face de moi, du conseil départemental, qui me dit 1 million. Voilà, donc je vous donne le chiffre, mais c'est compliqué vraiment à évaluer parce que c'est de manière très globale. Je pense que là, c'est 1 million, il est lié vraiment à des politiques très spécifiques qu'on mène notamment dans les collèges, voilà, sur les questions des informations, mais c'est beaucoup plus transversal que ça, et je pense que c'est toujours insuffisant, mais l'argent n'est pas illimité, et ça fait aussi partie des choix politiques que prennent les élus. Oui, peut-être une réponse de façon indirecte, en tout cas pour ce qui est du territoire du Sicoval et des communes qui le composent, en tout cas des communes les plus peuplées. De nouvelles actions sont apparues, notamment en matière d'accompagnement des citoyens au numérique, ce qu'on appelle l'inclusion numérique, qui est un magnifique moyen de sensibiliser le citoyen et de le mettre d'une certaine façon dans une situation d'être inclus tout en étant à distance des informations qu'il reçoit. Donc à cet égard, les budgets sur ces actions-là ont été extrêmement conséquents. L'accompagnement de l'école aussi. Le fait, vous le savez, que les communes soient en compétence directe pour donner des moyens à l'école primaire a fait apparaître des budgets assez conséquents pour permettre aux enseignants de tenir des engagements en matière éducative auprès des enfants. Donc on n'est pas spécialement dans une évaluation de l'évolution des budgets sur la désinformation, mais on est dans la création de nouvelles lignes budgétaires par rapport aux nouveaux enjeux de la société, particulièrement sur les questions du numérique. Dernière question, monsieur. Dernière question, bonjour à tous et merci d'être là. Et je m'adresse à vous tous, parce qu'il y a plusieurs strates dans ma question qui s'adressent à chacun d'entre vous. Comment vous, élus de proximité, vous vivez l'accès à la désinformation médicale au sens large? Je m'explique rapidement. On voit fleurir des maisons de santé municipales remplies de naturopathes, ostéopathes, escropathes d'une manière générale. On voit dans les écoles primaires de la méditation de pleine conscience payée par la caisse des écoles. On voit dans des lycées, Alexander, qui a posé une question tout à l'heure, avait alerté à ce sujet-là, on voit des associations de naturopathes qui défilent dans des lycées. Tout ceci sont vos compétences propres, école primaire pour les municipalités, collège pour les départements, lycée pour les régions. Quand on alerte, nous, lanceurs d'alerte minuscules sur Twitter, personne ne prend le sujet au sérieux, aucun élu ne s'en saisit, et tous ces gens-là continuent à défiler avec de l'argent public dans ces structures qui devraient être exemptes de ce genre de dérive, scientifique ou sectaire parfois. Personne ne se saisit de ce sujet-là. Je ne pense pas que ce soit une volonté de mal faire, absolument pas. Évidemment, vous êtes des élus, vous voulez offrir de la santé publique de proximité
à vos concitoyens, et c'est très bien. Le problème, c'est que il y a une tension sur la médecine de ville qui est énorme, et on la connaît tous ici. Donc parfois, vous, pas vous, hein, mais élus que vous êtes, vous vous raccrochez à des pseudosciences qui n'ont fait preuve de rien du tout. Quand on alerte, rien ne se passe. Comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça? Région, département, mairie, interco, je prends tout. Alors bon, ma première réaction, c'est que ce que vous venez de dire, je pense que ça relève, en tout cas concernant mon territoire, de la désinformation. Je m'explique. Lorsque vous indiquez que ce sont les collectivités territoriales qui décident de la nature des interventions dans l'école, non, c'est l'éducation nationale. Ça n'est pas la collectivité. Non, mais je le précise, puisque l'éducation nationale doit être garante de ce qui se passe en matière d'enseignement auprès des enfants et donc d'intervention, donc y compris donc en périphérie de l'enseignement des bases pour les enfants, ce qui pose un réel, une réelle question sur le partenariat entre la collectivité territoriale, la commune, et l'éducation nationale, eu égard au fait que la première finance et l'école, effectivement, agit. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, concernant notamment les maisons de santé. Rares sont les maisons de santé municipales. Les municipalités permettent souvent donc de faciliter l'acquisition des locaux, mais pour autant, ensuite, l'exercice de la médecine ne relève pas de leur autorité. Il peut y avoir effectivement un doute du côté du conseil municipal, du côté du maire, voire même, pourquoi pas, une intervention dans le cadre de son pouvoir de police, mais il n'a pas la capacité à un moment de juger de la nature même de l'intervention des professionnels médicaux, paramédicaux, voire même ce que vous indiquez, à savoir un certain charlatanisme. Hein. Donc là aussi, corrigeons peut-être votre discours à cet égard. De nombreux maires sollicités peuvent à ce moment-là interpeller d'un côté l'éducation nationale, de l'autre côté l'agence régionale de santé, mais ne mélangeons pas les rôles. Juste pour le département, moi je découvrais le sujet. Voilà, votre question, en tout cas, le département n'a pas la compétence en matière de santé et ne finance aucun naturopathe dans les collèges. Voilà. Donc je suis preneur d'infos, n'hésitez pas à me les envoyer. Mais il n'y a pas d'argent du conseil départemental qui est versé à... Ouais, mais comme disait Jacoberti, c'est pas... Attendez, je vais vous donner un micro. Merci. On a l'exemple avec Alexander d'entrisme dans un lycée. Ce n'est pas votre région, hein, c'était à Reims, on peut le citer. J'avais téléphoné moi-même à la directrice qui m'a dit qu'elle n'était pas au courant. Alors je pensais que c'était une fausse information qu'on avait vue par des parents d'élèves. Or, en réalité, il y a eu une séance de naturopathie avec dénigrement de la médecine par cette personne au niveau rémois. Et quand j'ai rappelé les parents, ils m'ont dit si, la séance a eu lieu. Et moi, j'avais l'air d'un idiot maintenant. À partir de là, je dénonce quelque chose par un entrisme. Je n'ai pas parlé de financement. Hein. Il y a des enseignants et des directeurs d'école qui laissent entrer des personnes. Tout à l'heure, vous avez parlé de partenariat avec des associations. Comment allez-vous contrôler ces associations qui entrent dans des établissements? J'arrête. Non, enfin, en tout cas, nous on est très vigilants sur ces questions-là et les associations qui interviennent, voilà, il y a un vrai suivi pour le coup du message qui est véhiculé. Enfin, ce n'est pas des associations qui sont choisies au hasard et qui interviennent comme ça sur les sujets de leur choix. Mais bon, en tout cas, c'est pas, on n'a pas eu de sujets similaires et dans tous les cas, on resterait vigilant. S'agissant de l'État, puisque ça revient vers le ministère de l'Éducation ou de la Santé, puisqu'on a l'ARS et le ministère de l'Éducation. Je pense que moi, je n'ai pas forcément connaissance de ce type de choses sur ma circonscription, mais ce que je vous conseille, parce que j'ai entendu le premier intervenant dire qu'il n'était pas écouté, saisissez le député de votre circonscription et c'est à lui de faire le lien avec le préfet, l'Éducation nationale et l'ARS, qui sont lui-même, il est lui-même le représentant de l'État, c'est à lui d'agir. Merci. Oui. On vous applaudit à nouveau. Merci à tous les quatre. Merci.
à la qualité de vos questions. Je m'excuse, effectivement, c'est toujours un peu frustrant, mais il y avait encore de nombreuses questions. On se retrouve dans quelques instants avec deux stars, Richard Monvoisin et le fameux Henri. Vous verrez.